Salut, Jou! Salut, Miss Coco Chanel, ton petit veston. Aujourd'hui, te va à la merveille. J'ai sorti mon tweet de Coco Chanel aujourd'hui pour un sujet. En fait, on considère que c'est l'ingrédient essentiel pour toutes les entreprises et j'ai nommé... La mobilisation d'équipe. Oui. Comment on crée un climat favorable pour s'assurer que tout le monde rame dans la même direction? Oui. Puis honnêtement, on a 2 experts aujourd'hui. On a eu une super belle discussion avec des trucs, des conseils, des réflexions à avoir. Donc, on vous laisse découvrir ça. Oui, c'est vraiment un échange enrichissant. D'après moi, tout le monde va aimer le segment. Oui, c'est parti. Merci, bonne écoute tout le monde. Aujourd'hui, Jou, Oui? on va parler de mobilisation en entreprise et pour ce faire, on a 2 experts avec nous. Les meilleurs. Les meilleurs, bien, c'est sûr qu'on a les meilleurs, sinon ils ne seraient pas seraient là. pas là. Donc, 2 experts en leadership et en coaching qui nous accompagnent. Josiane Lemay, donc conseillère en ressources humaines agréée et coach professionnel, Lemay Firme Conseil, et également Steve Jutras de Effigie Coaching. Bienvenue à vous 2. Merci. Salut. C'est quoi la mobilisation d'une équipe au juste quand on parle de mobilisation? Puis est-ce que c'est la même chose que la motivation? Parce qu'il y a une nuance quand même, je pense, à apporter entre la mobilisation et la motivation. C'est quoi au juste pour les gens qui nous écoutent, la mobilisation d'une équipe? Là, je vois que tu me regardes. Fait que je pense que Je te cède la parole. Les dames d'abord. On a bien appris nos Mais cours. en effet, oui. Puis je pense qu'un des aspects à regarder, c'est justement de redéfinir un peu c'est quoi. Parce que la mobilisation, c'est vraiment différent de la mobilisation. Tu sais, la motivation, c'est vraiment quelque chose que quelqu'un veut faire ou qui est drivé par. La mobilisation, on parle beaucoup plus... C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est vraiment un écosystème qui est hyper vivant puis qui inclut des aspects qui sont autant techniques que relationnels. Tu sais, c'est principalement tout ce qui est de la relation, tout ce qui est un aspect de sécurité psychologique, mais c'est aussi... C'est un écosystème dans lequel les gens vont évoluer et qui vont être engagés émotivement envers quelque chose. C'est bien différent. On parle, tu sais, de la motivation, c'est individuel. Ça part de soi. Mm-hmm. Tandis que la motivation, c'est-à-dire, tandis que de la mobilisation, c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus collectif à ce sens-là. Ça se fait pas tout seul. Non, vraiment pas. Tout à fait. Vraiment pas. Puis si c'était si facile, il n'y aurait pas autant de sujets là-dessus non plus. Non, C'est parce que clair. c'est vraiment le sujet. Tu sais, on parle beaucoup de leadership mobilisateur. Ouais. Donc, la mobilisation, c'est vraiment la clé. On en parle beaucoup dans toute entreprise, dans le type de gestion. Mais c'est quoi les conditions de base pour mobiliser justement de façon durable une équipe? Bien, il y a différents types de mobilisation de base. Et puis, on va l'utiliser, le mot, à différentes sauces, mais un leader mobilisateur en soi a des caractéristiques personnelles, des traits de naturels. En psychométrie, ben, c'est ce qu'on étudie, entre autres. Fait que d'un, il y a un aspect d'assertivité, une capacité de s'exprimer. Et de deux, cet aspect relationnel, naturel, bien développé. Puis là, bon, on va avoir un naturel de mobilisation. Par contre, il y a d'autres types de leadership de contenu, des leaderships plus participatifs, etc. Fait que c'est de comprendre, on part d'où, nous, en tant qu'individu, parce que le leadership part de sa propre personne, de ses propres intérêts motivationnels. Puis après, bien, comment on fait quand on veut se positionner dans une posture de mobilisation vis-à-vis des autres personnes? Fait que c'est des questions à aller se poser, puis ben, ça ne se répond pas en 24 heures, c'est pas un 2 + 2 = 4, ça se travaille avec le temps, là. Oui, puis l'être humain étant quand même complexe Oh, pour que certains. oui. Je veux dire, on n'a pas toutes les mêmes attitudes et aptitudes, mais il n'y a pas juste un profil de leader non plus. Non. Puis, tu sais, je dirais, si je peux faire du pouce sur ce que Steve a dit, il y a quand même des piliers qui sont essentiels, dont quand on va parler de clarté, d'alignement, d'environnement, tu sais, tout ce qui est sécuritaire, psychologiquement parlant. Outre la personnalité de l'individu, ça, c'est vraiment ce que le gestionnaire ou le leader en soi va générer, va créer autour de lui. Mais il y a des facteurs. Il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs environnementaux. Il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et 3 choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment essentielles. 1, c'est l'autonomie, la confiance et l'affiliation à quelque chose. Puis généralement, ça, c'est ce qui va venir faire en sorte qu'une équipe démobilisée, bien, si un de ces besoins-là ne sont pas rencontrés, ça va générer des frustrations assez importantes. Fait que ça, c'est vraiment des piliers qui sont, quand je dis qu'il y a un aspect relationnel, mais ce n'est pas uniquement de la communication et de l'influence, il y a des aspects techniques, il y a des aspects scientifiques en arrière de la mobilisation. Et tout gestionnaire aurait intérêt
à, s'y intéresser, mais à comprendre aussi la mécanique en arrière de tout ça. Là. Intéressant. Très. Comment un leader peut-il exercer un leadership d'influence plutôt que d'autorité? C'est quoi? Y a-t-il des compétences clés à développer ou... Il y en a. On parle souvent, là, dans les relations de base, la communication. Chaque fois qu'on pose la question, qu'est-ce qui est à travailler, à améliorer chez vous, tout le temps, la communication sort partout. Ça semble être un enjeu de toutes les entreprises. C'est un enjeu de tout type de relations aussi. Puis dans la communication, il y a une base qu'on oublie souvent, c'est l'écoute. Donc, un leader qui prend son travail, évidemment, au sérieux avec toutes les bonnes intentions de vouloir atteindre ses objectifs, va des fois oublier ce passage-là de l'écoute. Ne s'accordera pas de temps pour écouter l'équipe. Puis écouter, bien, ça veut dire des fois qu'il faut dévier du plan, il faut dévier de l'agenda, il faut y aller des fois un petit peu plus par intuition. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est habilité à faire ça naturellement parlant. Il y en a d'autres, par contre, qui vont être très bons à le faire naturellement parlant. Mais là, c'est de refocuser aux objectifs, au fait qu'on a quand même une entreprise à gérer. Donc, c'est ces deux espèces d'angles qu'il faut gérer en même temps et trouver la bonne posture avec les bonnes personnes dans le bon moment. C'est vraiment ça qui va vraiment définir l'agilité du leadership et donc de vous amener dans des postures de mobilisation quand c'est le temps d'être en mobilisation. Puis il y a vraiment des facteurs. Steve parlait tantôt dans quelqu'un qui est plus assertif, donc va possiblement être plus dans l'autorité, donc un style de leadership qui va imposer versus inspirer. Pour inspirer, ça prend aussi de l'humilité et de la résilience. Donc, ce n'est pas toujours d'être en posture, d'avoir le dernier mot puis de vouloir décider, mais beaucoup plus d'aller consulter et d'impliquer les gens à ce moment-là. Ça s'apprend-tu, ça? Oui, ça s'apprend, ça se pratique. Par contre, est-ce qu'il y a des gens qui vont l'avoir plus naturellement que d'autres? La réponse, c'est oui. Et un des faits qui est quand même super important, même en termes de mobilisation, on voit ce qui est perceptible. Donc, est-ce que les gens ont les ressources? Est-ce que les gens ont les compétences? Est-ce que les gens ont l'expérience pour faire ce qu'ils font et être bien dans ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont un sens? Est-ce qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils font? Mais il y a la partie de tout ce qui est invisible. Et ça, c'est ce qui devient limitant à la mobilisation. Donc, lorsqu'on va parler d'ego, quand on va parler de la posture du gestionnaire, bien, c'est quoi l'effet interne du gestionnaire et c'est quoi l'effet miroir qu'il va représenter à sa gang et son équipe? Ça, c'est toute la partie invisible de la mobilisation. Alors, si quelqu'un est vraiment pris dans des patterns limitants, des croyances limitantes, peut-être que sa capacité à aller développer son humilité puis sa résilience va être un travail un petit peu plus en profondeur et difficile à faire. Exact. C'est intéressant parce qu'on en parle souvent. Il y a la communication qu'on dit souvent. La communication, c'est pas juste les mots qu'on utilise, c'est le non-verbal aussi, des fois, ou cette posture-là qu'on prend qui... Je te dis quelque chose, mais mon corps te dit autre chose. Puis on le vit parfois, puis on le constate aussi de faire « Ouais, mais on dirait que ce que tu me dis, c'est pas ça que tu files en ce moment. » Ta communication est contradictoire. Exact. Je pense que ça s'apprend-tu. C'est un petit peu ça. On commence tous sur les bancs d'école jusqu'à l'université à aller approfondir des notions techniques. On va chercher un titre, une profession, ingénieur, avocat, où on va étudier la gestion. Mais on ne prend pas nécessairement le temps d'apprendre tout ce qui est relationnel, d'apprendre des notions qui sont purement, qui sont abstraites à première vue, mais pourtant qu'il y a quelque chose de concret. Exact. J'entends souvent aujourd'hui des gens en 2025, il faut être plus psychologue que gestionnaire. Puis, c'est un fait qu'il faut être à l'écoute des gens. Mais justement, ça faisait partie d'une question. Est-ce qu'il faut quasiment être gestionnaire/thérapeute là, maintenant? C'est normal d'être ça comme gestionnaire en 2025? Je crois que c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas s'y intéresser, de ne pas accepter que ça fait partie des responsabilités d'un gestionnaire et de demeurer nostalgique parce que moi, dans le temps, j'avais juste à dire telle affaire puis la personne le faisait. Bien là, il faut en donner un petit peu plus. Puis les prochaines générations qui vont suivre, ça va être la même chose. La reconnaissance est importante. Donc, si on ne s'intéresse pas surtout si ce n'est pas dans notre naturel, à aller suivre des cours en leadership, en psychométrie. Un psychologue, justement, ça étudie longuement. Donc, comment on peut s'improviser un psychologue sans s'y intéresser? Fait que je pense que c'est plus ça, c'est d'avoir le goût aussi de balancer les choses entre, oui, des notions
techniques qui sont importantes, des notions de finance, mais aussi des notions humaines. Il faut Ouais. faire la balance. Est-ce que vous remarquez que depuis la pandémie, c'est une nécessité qui a grandi? Tu sais, je veux dire, parce que tu dis que c'est une nouvelle réalité avec laquelle, tu sais, les gestionnaires, justement, il faut qu'ils s'intéressent davantage, pas juste au côté technique, mais plus l'aspect humain. Est-ce que, suite à la pandémie, vous sentez que les gens étaient plus fragiles puis il y avait besoin de ça dans les organisations? Je crois que c'était présent avant. Tu sais, je vous ai ça fait au-delà de plus de 20 ans que j'étais en RH ou que, tu sais, en gestion et tout ça. Je pense que c'était des choses qui étaient présentes. Je pense que la pandémie a juste accéléré quelque chose qui était latent et a permis une plus grande visibilité sur ces sujets-là. Les gens sont devenus plus exposés. Donc, tous ces chamboulements que ça a apporté, ben veut pas, ça l'a amené plus de visibilité. Ça l'a fait émerger ce qui était latent et qui, je pense, les gens n'étaient peut-être pas autant préparés. Il y a aussi... On ne se le cachera pas, il y a une question de tendance. C'est une question aussi, tu sais, fait que les gens en parlent encore plus. Fait que, tu sais, on n'a pas le choix de s'y intéresser, selon moi. Et, tu sais, pour la question de, est-ce que quasiment quand on est gestionnaire, il faut être thérapeute? Moi, je le dis tout le temps, même en coaching, en accompagnement, tu es gestionnaire, tu n'es pas thérapeute. Par contre, tu as la responsabilité comme gestionnaire d'être éveillé et conscient ou consciente de ce qui se passe avec tes humains, avec l'humain, tu sais, les humains que tu gères dans ton équipe, parce que tu ne peux juste pas faire fi de ce qui va se passer. Et la job, c'est de poser des actions, des interventions, encore une fois, pour créer un climat sécuritaire et de référer si besoin. Mais, tu sais, effectivement, Steve l'a dit, ça prend des compétences. Tu es là, tu es manager dans ta vie, tu n'es pas là nécessairement pour être thérapeute, là, au final. Non, exact. Mais je pense que c'est quand même présent. Steve, tu as parlé des générations, puis je voulais juste revenir là-dessus rapidement. Est-ce que tu sens justement, ou vous sentez ce clash-là de génération qui devient un petit peu plus difficile avec les générations qui sont en poste actuellement, ou c'était vrai il y a 20 ans, puis c'est encore vrai en 2025 aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de changements quand même. Tu sais, vous l'avez dit par rapport au style de gestion qui est préconisé, je vais le dire comme ça maintenant. Est-ce que vous sentez ce clash-là? Est-ce qu'il y en a un, premièrement? Il y a tout le temps un certain clash entre les générations, puis je pense pas que ça vient d'apparaître. Là. Non, c'est ça, c'est pas nouveau. Moi, ma famille, là, je recule, là, je suis le mouton noir parce que je n'ai aucune aptitude manuelle à faire quoi que ce soit et eux ont bâti leur maison et ils me traitent de sans dessin, de tout ce qu'ils veulent. La scène là, dans Les Beaux Malaises, Martin Matt, là, je me faisais appeler. Exact. Fait que pour eux autres, je suis pas compétent là-dedans et c'était leur champ et c'est là-dedans qu'ils ont appris et qu'ils ont grandi. Moi, j'ai appris dans un autre environnement. J'ai eu accès à des études qu'ils n'ont pas eues en bas âge. Mais par contre, quand c'est le temps des impôts, de l'admin ou des affaires légaux, là, je me fais appeler et là, on valorise ces compétences-là. Les prochaines générations qui arrivent ont grandi. Nous, on est parmi les derniers là, qui ont vécu l'entre-deux. Là. Les nouveaux arrivent dans la technologie avec les appareils intelligents. Nous autres, on avait un cours sur se servir de l'ordinateur. Ouais. C'est fini. Ouais. Ben oui. Ils naissent dedans. Et là, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, forcément que ça a une influence dans la société et on ne peut plus parler exactement le même langage si on n'essaye pas d'au moins comprendre ce qui se passe dans la réalité de la génération qui s'en vient. Donc, de là, la discussion de s'y intéresser. Les clashs viennent du fait qu'on s'y intéresse pas et qu'on demeure nostalgique de comment c'était mieux dans notre temps. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Que c'était mieux. Bien, ça fait peur aussi pour certaines personnes. Tu sais, les gens, ce qu'ils ne connaissent pas, pour eux, souvent, ça fait Ben, peur. sortir de la zone de confort, de Exactement. façon générale. Tout à fait. Exact. Avez-vous un exemple, justement, d'intervention, de transformation concrète que vous avez accompagné où un leader a réussi à mobiliser son équipe autrement? Ça, t'en as plein de Shoot, juste ça, des exemples. Il y a un des mandats là, que je fais, puis tu sais, la gestionnaire, tu sais, quand je parlais d'état interne, bien, elle était beaucoup même dans l'auto-sabotage. Est-ce que j'ai ma place? Je suis pas assez compétente, j'ai pas encore assez l'expertise. Est-ce que je vais être reconnue? Et en plus, elle est dans un processus où elle doit faire une gestion de changement d'un nouveau département, puis tu sais, bon, d'un paquet d'affaires. C'est pas simple. C'est pas simple. En plus de ce qu'elle vit à travers tout ça. Donc, c'est sûr qu'au départ, c'était quand même assez difficile, tu sais, d'aller rallier les gens, de créer cette affiliation-là et de créer un sens. Puis c'est exactement ce qu'on a travaillé. Mais quand je dis la première chose qu'on a dû travailler, c'est son état interne à elle
pour elle se mettre en position de ressource et de sentir ce niveau de confiance-là, que oui, elle avait sa place, que oui, elle avait la crédibilité, et de redéfinir aussi son rôle en gestion de changement. C'était pas nécessairement ce qu'elle en avait la perception à la base. Et plus elle a travaillé ça, plus elle s'est, elle, ancrée, ça lui a permis de travailler une clarté, un alignement, des rôles et responsabilités clairs aussi avec son équipe, gestion des attentes et de créer un sens avec les gens. Ça fait 1 an et demi qu'elle est sur ce projet-là et clairement, là, c'est quelque chose qui commence vraiment à être adhéré. Mais ça l'a parti par elle. La Quand on posture. parle, la posture. Rien à voir avec la job ou le Non, travail. ça ou passe peu la importe. posture. La là. mobilisation, c'est pas nécessairement des aspects techniques, c'est une question beaucoup plus de maturité de leadership et comment les gens vont créer un sens autour de ça. Mais Puis ça c'est fait pas une partie question par elle. d'âge. Et Non, ce n'est c'est pas ça. une question d'âge. Oui, c'est un Non. bon point, ça. Ça, c'est une erreur qu'on fait bien Trop souvent. On connaît, écoute, en ce moment, on est sur un coaching d'équipe exécutive qui viennent à peine de tourner 30 ans. Exact. Et qui sont à la tête d'une très grosse entreprise québécoise dans leur industrie qui fonctionne super bien et probablement une des meilleures que j'ai jamais vues Oui. en termes Oui. d'exécution. Ils ont Ils ont 30 ans. 30 ans. Ils ont leurs 30 doutes, ans. ils sont humains comme chacun, ils veulent travailler des choses personnelles, mais ce qui fait leur force, c'est qu'ils en sont pleinement conscients et ils se donnent le droit de se le nommer entre eux et Oui. de s'arrêter Oui. et de s'entre-coacher en exécutif plutôt que de prendre chacun leur voix puis monter dans une compétition de savoir qui est meilleur que l'autre. Ça, c'est des choses qu'on a citées souvent dans notre carrière. Ben, des fois, c'est ce qu'on vient essayer de défaire avec des exécutifs souvent. L'ego dont on parlait, Oui, totalement. ce trait naturel aussi de compétition qui est avec la majorité des exécutifs va prendre le dessus. Puis des fois, on oublie, on travaille pour son propre agenda au lieu de travailler pour l'équipe et les intérêts de l'entreprise. On fait cette gaffe-là, c'est humain. Mais des fois, on fait juste réaligner ces choses-là. Je vous entends beaucoup parler d'ego depuis le début. Oui. On peut-tu s'entendre sur quelque chose? Tout le monde a un ego? Absolument. Tout le monde. OK. Et ça en prend. Ben, il y en Oui, a c'est des ça. démesurés plus que d'autres, là, on C'est s'entend, un mécanisme là. de protection. C'est exactement. OK. Puis on pourrait aller vraiment loin sur ce sujet-là, mais tu sais, il y a l'âme, il y a l'ego. L'ego sert à se protéger, à protéger cette âme-là. Fait que tu sais, autant qu'il y a des comportements qui sont bénéfiques dans certaines situations, il y a des comportements qui le sont moins dans d'autres situations. Donc, l'ego va faire exactement le même rôle. Est-ce qu'on peut dire quelqu'un qu'on va définir avec un gros ego, c'est quelqu'un qui doit plus se protéger ou ça n'a pas rapport? Bien, définitivement, quelqu'un qui a un gros ego, c'est qu'il y a autre chose interne OK. qu'elle a Plus profond. plus profond qu'elle OK. a besoin Très de protéger, intéressant. absolument. Tout à fait. Ça peut venir aussi, la fierté tout simplement aussi qui alimente ça, de bien paraître en entreprise souvent, surtout dans les grosses corporations, L'opinion des autres. d'être Ouais. performant, de s'assurer de s'ajuster à la vision de quelqu'un qu'on identifie comme la personne qui détient la bonne posture, justement. Donc, on essaye de s'arrimer à son style de gestion quand pourtant, on n'est peut-être pas fondamentalement fait pour gérer de la pas même naturel. façon. Exact. On se laisse guider là-dedans aussi. Donc, ça sort des éléments, des fois, de protection de ces éléments de vulnérabilité qu'on ne veut pas montrer aux autres, qui est propre à chacun. Fait qu'il y a un C'est peu de manque vraiment de différent. confiance aussi, un peu là-dedans. Ça va souvent arriver. Ça peut être un manque de confiance, ça peut se faire à différents niveaux, tu sais, puis on pourrait embarquer dans le manque de confiance. Est-ce que c'est un problème d'estime? Est-ce que c'est un problème de... Donc, ça dépend toujours, la personne, elle part de où et elle est située à quel niveau à ce moment-là. T'sais, pour vous donner des exemples concrets, là, des gestionnaires, des fois, c'est leur bagage académique Ouais. qui n'est pas au rendez-vous. Ça leur cause... Un sentiment d'infériorité doute. sur des Exactement. collègues, par exemple. Ils partent avec ça dans Exact. l'entreprise, quand pourtant, ils ont une superbe intelligence et une belle connaissance, une maîtrise de ce qui se passe en entreprise. Mais là, ils se discréditent par rapport à ça. Ça, c'est un facteur. Donc, quand on attaque ça, l'ego monte. Il y en a d'autres, ça va être vraiment dans... ils ont de la difficulté avec les chiffres. Tu sais, les fameux rapports financiers mensuels que le comptable vient présenter ou que le CFO en entreprise, puis on se retrouve là-dedans. Ils ont de la misère à comprendre les ratios. Ça ne leur empêche pas de faire des bonnes actions puis d'être très mobilisateurs, d'ailleurs, avec leurs équipes pour arriver aux objectifs, mais ils veulent pas mal paraître devant les autres Fait qui qu'ils semblent le disent comprendre. pas. Exact. Il y en a d'autres, c'est carrément l'aspect relationnel qui est difficile. Donc, entretenir ces discussions de small talk autour de la machine à café, c'est plus tough. Donc, d'être exposé à ça, ça les amène des fois à réagir fortement. Puis il y a vraiment une question aussi de croyance, tu sais, autant que
toute notre éducation de où on vient, puis bon, comment on s'est buildé avec le temps, mais tu sais, il y a vraiment une croyance et beaucoup, beaucoup de gestionnaires. Quand je disais, c'est quoi la perception que la personne elle a de ce qu'elle devrait représenter, tu sais, qui vont me dire, non, mais si moi, j'ai pas la bonne réponse, il faut que j'aie réponse à tout, il faut que je connaisse tout, faut que... Ça, c'est parce que c'est la perception de la personne de ce que ça signifie être crédible comme gestionnaire. Est-ce que c'est la pure vérité? Peut-être pas. Donc, tu sais, c'est là, mais ça dépend de la croyance de la personne à la base. C'est quoi les obstacles qu'on rencontre le plus à la mobilisation, le plus fréquemment? Puis j'ai une sous-question. Puis est-ce qu'on peut trop mobiliser une équipe? C'est une bonne question, ça. C'est une J'aime bonne ça. réflexion. Josiane, réfléchis elle pendant sort que les tu lèvres. réponds. Est-ce qu'on peut trop? Exact. Les- Mais les obstacles Ouais. qu'on va voir bien souvent, encore là, quand je parlais de la communication, les gens ont besoin de savoir c'est quoi le but. C'est quoi l'objectif au sens large? Qu'est-ce qu'on vise à atteindre? C'est là souvent que le fameux exercice de vision, mission, valeur qu'on va s'initier pour faire du développement des affaires, Ouais. du marketing, justement, on se le fait demander, mais en coaching, c'est très vrai aussi. Tu veux aller où avec ton entreprise? C'est quoi tes grandes lignes stratégiques pour la prochaine année, le prochain 3 ans? Si ce n'est pas clair pour le gestionnaire, impossible que ce soit pour les employés. Donc, comment on fait après pour s'organiser dans les multiples priorités qu'on vit au quotidien puis savoir qu'on est à la bonne place? Donc, ça va être un obstacle. Quand ça, c'est pas bien défini, c'est difficile d'amener une équipe à quelque part si tu sais pas où tu t'en vas. C'est clair. Donc, première des choses. Après, il y a dans le management des hiérarchies. Évidemment, plus la compagnie est grosse, plus la hiérarchie est grande. Ben, c'est un espèce de jeu de téléphone, des fois, de faire passer ce message-là. Et c'est pas tout le monde qui a l'habileté, à travers la hiérarchie, de par l'expérience, de bien se positionner une fois rendu devant les employés. Donc, une hiérarchie, pour moi, là, c'est pas moi, je suis le boss d'un, puis je décide sur l'autre, ou je l'évalue, ou je juge qui est bon ou pas. C'est des rôles définis dans l'entreprise. Et si tout le monde joue son rôle de la bonne façon, prépare ses messages, supporte de la bonne façon, le message va atteindre les employés. De la et bonne façon. De la bonne façon, exact. Puis ça, il faut s'entraider pour le faire dans une hiérarchie. Il ne faut pas laisser des plafonds puis des planchers puis ne pas surpasser. Pour moi, il y en a qui vont encore gérer comme ça, là, mais l'idée de dire tu passes tout le temps par moi puis tu n'as pas le droit d'aller parler à l'autre par-dessus. Seigneur, Ça- parle-moi. Le, Moi, le voyez-vous encore crois- beaucoup, ça? énormément. Oui. OK, énormément. OK. Moi, Puis je on est crois donc pas. bien à ça. pas dans ce type Nous, de on gestion-là, défait là. ces choses-là. Si tout le monde joue son rôle, il n'y a aucun problème que tu aies parlé au président s'il y a 3 paliers d'une petite affaire dans la mesure où les gens sont Oui. informés et on sait de quoi tu vas parler. C'est là le manque de communication. C'est là que les gens Oui. vont se sentir bypassés, sont aucunement Ou au tassés. courant. Mais tu sais, Exact. quand je parle de l'invisible, juste ce scénario-là, et posez-vous la question, vous pourriez l'appliquer dans n'importe quelle situation que vous vivez, par exemple. La personne n'avait pas se faire bypasser. Pourquoi? Pourquoi? Au final, Au final, il y a une raison. quand je parle de ce qui est invisible, et ça, c'est propre à chacun. Quand je dis le plus gros frein, peur d'être jugé, peur de ne pas être vu, peur de ne pas être reconnu, tout ça, et même si consciemment, on le sait qu'à un moment donné, ben non, ça ne fait pas de sens, puis tout ça, inconsciemment, c'est ce qui va venir driver le comportement et la réaction des gens. Donc ça, cet exemple-là, c'est exactement ce que ça fait référence à. Fait que ça en est. Puis si un milieu dans lequel où, ben, on peut pas faire d'erreur, ou, tu sais, la surperformance, souvent, apporte à des comportements aussi qui sont quand même paradoxaux. Donc, le fait de ne pas pouvoir faire d'erreur, de ne pas être capable d'être dans cette vulnérabilité-là, soit en tant que gestionnaire, en tant qu'équipe, ou peu importe, bien, c'est là où ça vient briser le climat de sécurité psychologique. Et ça, c'est fondamental. Et ça n'a rien à voir avec la motivation. Là, c'est vraiment l'engagement émotif qu'on fait référence. Puis pour la question, est-ce qu'on peut trop mobiliser? Est-ce que les gens peuvent être trop engagés? Je pense que oui, lorsqu'on n'est pas conscient ou la surperformance prend le dessus parce que la personne est trop engagée, puis qui va faire que les équipes vont s'oublier. OK. Là, ça, c'est l'effet pervers. Tu sais, quand tu as comme des meilleurs chums, là, puis tu dis à la vie, à la mort, là, tu sais, je vais me battre Ouais, pour c'est ça. toi, puis tu sais, peu importe, je vais être malade, je vais être sur mon lit d'hôpital, puis tu sais, mais qu'est-ce qu'on est en train de détruire à ce moment-là? Parce Qu'on est hyper Ben oui. engagé. Mais ça, c'est l'effet pervers. Alors, ça, on n'est pas conscient parce que c'est pas tout le monde qui arrive à mettre leurs propres limites. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas toutes les organisations non plus qui sont capables de mettre des limites.
Fait que ça, c'est l'effet pervers de la patente, là, ouais. Comme coach, là, ça vous a, dans vos mandats, est-ce que ça vous a déjà arrivé de faire le constat qu'il était trop tard? Vous avez été engagé, vous avez eu le mandat, vous êtes rentré dans une entreprise, dans une organisation, puis là, vous dites les dégâts sont un peu trop importants. Mon God, puis qu'est-ce que vous faites quand ça arrive, si c'est Ben là, arrivé? tu parles à quelqu'un qui n'est jamais trop tard. Non, Puis oui, on va un tout le éternel temps optimiste, réussir là. à sauver. Ouais. On s'attendait à une réponse. Oui, c'est ça. ouais, On l'aurait exact. pu la prévoir. C'est que moi, je le vois différemment. Puis ça, on avise les gens. Quand on rentre sur une démarche de coaching, on n'a pas le contrôle de la réaction des gens, puis ça va les amener où dans leur réflexion. Mais ce qu'on dit, une chose est sûre, le statu quo, lui, ça sera plus pareil une fois qu'on est passé. Vous allez faire un pas en avant. Mais des fois, un pas en avant, ça ressemble à ce que tu dis. C'est des gens qui quittent le navire, c'est des gens qui s'aperçoivent que peut-être qu'ils ne sont pas à bonne place. C'est des gens qui se rendent compte que leur propre valeur ou l'alignement qu'ils ont avec la business, ça ne leur convient plus. Puis là, ben, on finit une démarche où tout le monde a cheminé. Tout le monde est parti. Mais Ben, l'entreprise, comme mon Dieu, c'est difficile, c'est une étape difficile. Effectivement, c'est une étape difficile qu'on vous aide à vivre aujourd'hui parce que pendant trop longtemps, il y a des gens qui ont manqué de courage managérial Ouais. et on a toléré et accumulé une situation qui est devenue néfaste pour la business et pour le climat de mobilisation des Totalement. employés. Puis là, on vient de le régler. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut passer à autre chose. Mais on c'est part à plus scratch. difficile. Exact. Fait que là, il faut C'est ça. trouver les bons joueurs. Et ça arrive. Ça arrive jamais du jour au lendemain, mais ça va être un processus progressif, surtout dans les grosses équipes. Puis c'est un processus qui se continue une fois qu'on a fini aussi les liens de coaching, bien sûr. Mais une situation comme ça, de ce que tu me parles, si la personne a un grand ego, ça doit être difficile, justement. Tu y annonces que ça se peut qu'on mette l'entreprise scratch, plus d'équipe, on repart à neuf. Ben, tu sais, c'est pas ce qu'on annonce. Parce que, comme je dis, on ne peut pas contrôler ce qu'il y en est. Ce qu'on annonce, sincèrement, c'est qu'on voit qu'il y a des gens en place qui n'ont peut-être pas nécessairement les profils naturels ou qui sont déjà dans ce qu'ils nous partagent à une étape de leur vie où on sent qu'il y a peut-être une dissociation, justement, sur la motivation. Ça, c'est une autre affaire. Quand vos propres leaders sont pas motivés à rentrer au travail, vous pouvez pas leur demander de mobiliser une équipe après. Exact. Ça Non. fonctionne pas. Fait qu'il faut régler ça. Fait que dans ce temps-là, nous, on fait, ça sert à rien d'aller plus bas. Le problème, il est à la source, il est plus haut. On travaille ça. Si on réussit à renverser la vapeur dans le coaching, ben tant mieux. Ça va donner des effets bénéfiques, mais c'est là qu'on avise aussi. Ça se peut que ça aille de l'autre sens. Puis ça, ben, on ne peut pas le garantir. Mais rendu là, c'est quoi la stratégie? C'est quoi le backup? Comment tu vas vivre avec ça? Qu'est-ce que tu recherches? Comment on redéfinit le rôle? Puis ben, c'est des discussions qu'on a. Étonnamment, c'est rare que ça se rende nécessairement là. Oui? OK. Ben, en fait, c'est ce qui arrive, puis lorsque ça arrive, c'est moins un clash, en fait, parce que l'avantage du processus, c'est que il y a des prises de conscience. Hein? Donc, ça devient aussi souvent une décision qui a été mûrie, réfléchie, analysée, assumée. Qui vient du dirigeant. en soi. Ben, du dirigeant ou, tu sais, même qu'il y a des gens qui quittent le navire parce qu'au contraire, pour eux, ça devient une libération. Donc, tu sais, souvent, cette cassure-là, on peut l'avoir négativement, mais c'est généralement signe d'un renouveau de quelque chose qui est beaucoup plus aligné et beaucoup plus assumé dans l'organisation à ce moment-là. Puis il y a un côté éthique aussi dans notre travail. Je veux dire, à un moment donné, quand on voit qu'une entreprise et que même le président ou la présidente nous dit que là, je pense que j'ai pas les bons joueurs, on est rendu à tel point, des affaires de casser, bien, on peut t'accompagner dans la stratégie, dans la réflexion. On n'ira pas coacher une équipe que tu as déjà prédestinée à changer. Exact. Oui. Ça fait pas de effectivement. Je comprends. Ouais. fait que là, on se tient en background, mais par contre, on peut rentrer dans la nouvelle vague puis faire en sorte que la courbe d'apprentissage se fasse plus rapidement, là, puis qu'on ne fasse pas des faux Accélérer, pas ouais. qu'on a fait dans le passé avec les autres. Y a-t-il des outils ou des approches simples que vous pourriez recommander, par exemple, pour cultiver la mobilisation au quotidien? Bien, toi, déjà, tu avais parlé tantôt par rapport à l'écoute. Ouais. Donc, tu sais, ça, c'est pour moi quelque chose qui est primordial. Mais c'est quelque chose aussi qui est assez basique que je pense que tout le monde, tu sais, c'est OK, oui, c'est important qu'on écoute les gens. Bien se connaître soi-même, bien connaître les personnalités aussi de nos équipes. Ça paraît simple, mais c'est quand même complexe, sauf que c'est vraiment un levier, un outil hyper puissant pour faire des bons champs d'intervention au bon moment. Ça, pour moi, ça en fait partie. Clairement,
quand on parle de vision, mission, clarté, alignement, est-ce que tes gens savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a un sens de pourquoi est-ce qu'ils le font? Revenir vraiment beaucoup à la base, à dans l'utilisation de ces outils-là, mais de le faire consciemment, que tu le sais que c'est le sens de la mobilisation aussi que tu vas aller chercher. Pas juste parce que tu donnes une description de tâche à quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Exact. Et vraiment éveiller sa conscience. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être alerte quand il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Moi, pour aller dans des outils concrets, là, je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien et vous nous avez défini au départ comme des experts en mobilisation. Je suis probablement à l'opposé complètement dans mon début de carrière de quelqu'un qui est un expert en mobilisation. Je ne me définis pas comme ça. Je suis juste un jeune gestionnaire qui a commencé à 21 ans et qui a passé une vingtaine d'années à être extrêmement performant dans tout ce qui était opérationnel, stratégique, cartésien, justement, les chiffres, etc., et qui ne comprenait pas comment ça se fait, qui bloquait au niveau relationnel, malgré toutes les entreprises ou les coachs que j'ai pu avoir moi-même. Puis à un moment donné, bien, c'est exactement mon point de départ. C'est que je me suis intéressé à ça. Je vais aller étudier, je vais aller comprendre c'est quoi l'humain. Fait que j'ai étudié des éléments comme la psychométrie, la synergologie. J'ai fait mes cours de coaching. Je dis souvent aujourd'hui, là, je suis coach professionnel, je suis certifié PCC, mais la réalité, c'est que je suis allé apprendre pendant 2 ans comment écouter quelqu'un. Je ne comprenais pas que je n'écoutais pas et là, j'en ai pris conscience et j'ai appris à comment le faire. C'est banal, hein? C'est anodin, mais pour quelqu'un comme moi qui partait vraiment d'un naturel extrêmement guidé par la raison béton, ben je partais de loin, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de notions cartésiennes pour être capable de connecter. Ma façon m'appartient. Tu avais besoin de méthodologie. Exact. C'est une façon qui appartient aussi à bien des gestionnaires de haut niveau qui ont cette espèce aussi de fibre très, très, très dans leur tête rationnelle. Des gens comme Josiane qui sont beaucoup plus dans la spontanéité, dans le ressenti, l'intuition, comme toi. Ça, tu pars pas d'aussi loin. C'est plus facile à ce moment-là de comprendre les notions, des vivre. Donc, il faut se donner les bons trucs selon d'où on part. Bien, justement, ça se mesure-tu concrètement, la mobilisation dans une équipe? Oui, définitivement. Oui. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ben, C'est quantifiable? Ça demeure qu'on va aller mesurer des comportements, on va aller mesurer des ressentis. Mais oui, ça se mesure. Ça se mesure par des sondages, ça se mesure par des feedbacks, ça se mesure... Tu sais, il y a plein de méthodes traditionnelles qui existent pour lesquelles on peut aller mesurer. Ça va aussi se mesurer par quelque chose qui va être moins perceptible de est-ce que les gens sont présents pour vous? Est-ce que les gens participent aux interventions, aux activités? Est-ce que les gens sont dans la responsabilisation? Est-ce que les gens sont dans l'autonomie? Est-ce qu'ils sont dans l'imputabilité? C'est ça. Vous n'avez même pas besoin d'outils. Faites juste regarder, observer, attentif, écouter. Est-ce que ça va driver la performance? Ça va être le résultat. Oui. Point. Il y a des gens qui vont être performants, ils ne seront pas nécessairement mobilisés non plus. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez vraiment aller chercher. Mais oui, ça se mesure. Il y a des outils puis il y a des interventions aujourd'hui qui existent aussi pour le faire. C'est drôle, parce que je rajoute, là, c'est Josiane qui amène le point cartésien. Moi, je vais venir l'autre bord. C'est rare, Il n'y a pas de meilleur moyen que de descendre, sortir du bureau, aller sur le plancher, être sur le terrain. Là, je dis plancher, mais votre plancher peut être la route avec des vendeurs. Peu importe c'est quoi votre équipe, mais d'aller vous mettre dans l'action avec eux. Ne serait-ce que pour vivre et ressentir une journée, ça ne ment pas. Vous allez le savoir instantanément. Si le moral est à terre, ça se ressent. Si le moral est à son meilleur, ça se ressent aussi. Ouais. C'est intéressant, puis je vais te poser une question aussi par rapport à ça. Pour un gestionnaire, être trop sur le terrain, est-ce que ça peut déresponsabiliser ou enlever une certaine imputabilité aussi? De là, connaître son rôle. Exact. Si vous êtes présidente et vous décidez d'aller prendre le pouls, bien, vous êtes là pour serrer des mains, prendre le pouls, savoir comment les gens vont. Pas pour
réinventer ouais. les processus ou regarder ce qui ne fonctionne pas, puis s'assurer immédiatement d'avoir des actions sur un tableau. Ça, c'est le rôle des superviseurs, des gestionnaires premier niveau, intermédiaires. On peut capter cette information-là et la ramener par les processus de communication ou les interventions avec l'équipe de gestion. Mais c'est là que bypasser n'est pas la bonne chose. Et on fait une gaffe de penser, quand on est gestionnaire, qu'on aide une équipe si on va faire le travail à leur place. Je comprends. Ça, à la limite, ça se planifie. Ça peut avoir l'air mobilisant. Tu sais, on fait la journée où j'ai déjà vécu ça dans des entreprises, l'équipe de gestion descend puis on vient faire une journée avec vous. Là, c'est une occasion. On a créé quelque chose. Mais si vous êtes la solution à un problème récurrent, vous êtes en train de nuire à l'équipe à garder cette solution-là en place, de dire, moi, je vais me planifier et je vais aller mettre la main à la pâte et je vais sortir l'ouvrage. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut travailler d'autres solutions. Vraiment, quand on dit être sur le terrain, c'est soit dans l'être et dans le relationnel avec tes gens et dans la qualité de la relation, pas dans le faire et dans l'exécution. Et ô combien de gestionnaires ont de la misère à déléguer. Ils sont encore dans le contrôle, ils sont encore dans le faire, puis ils ont l'impression que s'ils laissent aller, ils vont perdre le contrôle, tout simplement. Mais ça va tuer l'autonomie des gens. Puis, ça aussi, le danger, c'est que souvent, on n'atteint pas les derniers paliers de gestion directement. C'est parce qu'on a commencé au bas de l'échelle comme tout le monde. Encore et voilà, on traîne ça. Mais notre sentiment de réalisation, quand on est dans l'exécution, c'est pas le même quand on arrive dans un rôle de haute direction. Il faut trouver le moyen d'aller faire ce transfert-là dans le sentiment de réalisation et se dire, aujourd'hui, j'ai écouté 2 personnes, j'ai fait un meeting, j'étais allé à un événement représenter la compagnie, puis je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai participé. C'est une action importante, c'est un rôle important. C'est pas juste de mettre des checks sur une liste d'opérations. Fait qu'il faut réussir à faire ce transfert-là. C'est pour ça que les gens, dans une situation où ils n'ont pas le contrôle, vont avoir tendance à revenir dans ce qu'ils connaissent, dans ce dans quoi ils étaient pleinement valorisés. C'est intéressant. Mon Dieu, j'aurais passé Ah, on pourrait continuer pendant 3 Pour vrai, heures. mais on est déjà rendu au segment Oui, madame. col roulé Pas et déjà. décolleté. Oui. Mais oui. OK. T'as pas mis le bon champ. Est-ce que Ah, ça non. vous fait peur? Ah, pas du tout. Non? On commence avec laquelle? Allons-y avec la colle roulée. La colle roulée. Allons-y soft. On va finir sur un gros punch. Est-ce normal qu'à un moment ou à un autre, les équipes soient moins mobilisées dans une entreprise? Tu réfléchis ou tu Non, veux moi, répondre? je serais prêt à répondre. Moi, j'essaie juste J'adore. d'être Tu réfléchis, gentil tu avec réponds, toi. là. Mais je pense que oui. Parce que il y a 365 jours dans une année, puis on roule une business à l'année et on en finit une, on célèbre nos victoires et on recommence la nouvelle dès le lendemain. C'est pas humain de penser qu'on va tout le temps être au summum d'un moral, mais ça veut pas dire que parce qu'il y a une journée ou une semaine qui est plus difficile, qu'il faut prendre panique puis tout essayer de changer. Il faut juste être à l'écoute, s'ajuster, mais c'est pas une ligne droite, la gestion. Il y a des tumultes, c'est une montagne russe. Il faut juste être prêt, le savoir, y faire face. Oui, puis quand on parlait de mobilisation, on parle beaucoup plus aussi d'un contexte. C'est une culture, hein? Tu peux te lever un matin puis tu fais quand je suis vraiment pas dedans aujourd'hui, je suis pas motivée, Ben oui. puis tout ça. Mais l'impact de la mobilisation, c'est sur du temps. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des contextes, par contre, qui sont plus difficiles, des changements de direction, des changements de cap, des changements technologiques, des changements... On s'entend, il y a plein de choses qui vont venir ébranler différents facteurs, mais si les fondations à la base demeurent qu'elles étaient présentes et qu'elles sont solides, possiblement là, qu'on va avoir une variation. C'est pas une tendance de ligne droite. C'est des humains. C'est à moins de la journée où tu tombes en ligne droite. Quand il y a des pleines lunes, on sait que ça peut avoir un Quand impact. il y a des Quand Mercure rétrograde. Quand Mercure rétrograde, là, c'est... Puis écoute, tout Je savais change. que Josiane allait répondre à ça. Ben là, on Avec se ce petit l'écrit, nous commentaire. autres, à Oui, cette heure. c'est ça. Mercure rétrograde, ça va durer 3 semaines. Mais c'est un flow énergétique, j'en parle souvent, mais c'est comme ça pareil. Donc, mais tu sais, gardez en tête que la mobilisation, c'est sur du temps. Ça varie pas nécessairement à un mois automatique. Là. OK. Moi, je vais oser parce que je suis décolletée, ça veut dire que je suis audacieux. J'ose. J'ai comme 2 questions, en fait. Je vais me faire chicaner par ma Renée Angelil. Tu l'as regardé du coin de l'œil en plus. Oui, mais j'ai correct? peur, tu sais. Est-ce que ça a déjà arrivé que vous êtes rentré dans une entreprise puis dans le fond, le dirigeant, c'était le problème? Souvent. Oui.
Oh oui, ça arrive souvent, ça. Je vais oser le dire souvent. Ben oui, on a osé la poser. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez renchérir là-dessus ou je pose la deuxième question. Non, Vous ben, faites quoi? Vous le mettez dehors? ben On l'amène Regardez dans tous cette les prise employés, de mais dans le conscience-là. tu vois, ben, tu sais, puis des fois, on va regarder ça avec l'œil de « Ah, il fait pas l'affaire ». C'est pas nécessairement tout Non. le temps comme ça. Là. On parle pas nécessairement de dictateur qui est narcissique, puis on Exact. n'est pas C'est là-dedans pas nécessairement. Trump. Non. On est juste... Ça arrive des fois tu sais, dans une compagnie familiale ou des endroits comme ça où tu as comme accès Ouais. au poste par défaut, mais tu t'es jamais posé la question si c'était vraiment ce que tu voulais faire. Bien, ça nous arrive effectivement régulièrement. Puis quand on rentre en processus de coaching, bien, comme on questionne en profondeur tous ces éléments-là, bien, ça fait un chemin de réflexion. Et là, les gens peuvent se repositionner par rapport à ça. Et il y en a un qui s'est arrivé dernièrement qui a tout simplement décidé de quitter ses fonctions Ah, pour vrai? d'exécutif pour retourner dans ce qu'il aimait, dans ce qu'il faisait vibrer, contribuer à l'entreprise ailleurs, dans une autre position. Il n'enlève rien sur ses actions. Non, c'est ça. Mais c'est Mais admirable au moins, qu'il ait été capable exact. de faire le pas. Il y en a qui vont rester ancrés Ouais. là-dedans Exact. pendant longtemps, puis ils vont être malheureux. Puis Mais... c'est notre job dans notre métier aussi. Tu sais, je parle souvent de comportements qui sont en paradoxe. Donc, tu sais, oui, on va avoir des attentes d'un coaching corporatif, mais notre rôle, c'est de faire l'état aussi, puis le reflet de ce qui est présent, de comportement de tout le monde. Tu sais, le gestionnaire en question, le président ou le leader, peu importe, la personne qui est à la tête, qui va mandater, elle n'est pas exclue du système, là. Elle en fait partie. Donc, qu'elle fasse quelque chose ou pas, elle va influencer l'équipe. Fait que notre job, c'est aussi de mettre en lumière tout ce qui se passe dans le système. Et des fois, malheureusement, ben oui, c'est des constats. Quand on nous engage, il faut être prêt à faire face à la réalité, Oh, à on la a compris ça. transparence. Et je me suis déjà retrouvé dans la face à quelqu'un Ah ouais. qui disait « Tu fais pas la job et tu es un bloquant et avec émotion. Donc, tu fais Je ce que pense tu qu'il veux était avec rendu ça. » irrité, rendu Mais moi-même, là, je commence à être irrité dans le coaching. Fait que Ah ouais. si tu veux Mais je savoir pense ce qui que bloque. j'étais ouais. avec toi cette fois-là. Tu avais une rencontre, on était à la chambre de commerce, puis tu t'es dit, faut que je parle à quelqu'un, puis lui dire, mais tu m'avais pas donné de détails, mais c'était Exact. ça. Fait que là, des fois, que- dans une démarche, il va y J'étais avoir des wow. moments comme Ouais. ça. Puis moi, je peux pas vivre, continuer simplement et biller un client sans nommer les vraies Ben non, mais- choses. Et on me paye pour ça. Ben, Donc, c'est ça, si la j'allais dire. personne qui me paye se voit éventuellement un bloquant dans la démarche, c'est passager. Ben, faut le nommer. Puis à un moment donné, ben, quand on passe par le chemin subtil, puis ça ne répond pas, ben, on se voit aussi un peu comme le porte-parole du groupe de gestion, puis on vient nommer les choses. Parce que J'aime nous, ça. à la fin, on Vous n'a voulez pas que ça peur. marche, là, Exact. c'est On veut ça? juste Ben que oui, ça exact. marche. Ben oui, Fait de que, voir que vous avez contribué à quelque chose Et voilà. qui fonctionne, puis qui Bien, tu sais, Casse sur la au pile. même titre, on dit tout le temps, tu sais, même dans nos valeurs, si la compagnie ou la personne nous engage, puis elle n'est pas prête à évoluer, notre bout de chemin, à un moment donné, va faire son temps. OK. Parce qu'elle est juste pas rendue là. Fait que Ben, On c'est comme pourra les même pas individus. continuer, À un moment donné, tu sais. j'ai beau te coacher, mais ce que je te Ben, suggère de faire, Ah tu ouais, n'as c'est juste ça. pas envie de le mettre en application à un moment donné. Ben Oui, justement, c'est ça. c'était ma sous-question de ma question décolletée. Elle est rendue avec Est-ce des que... sous-questions. Ah, Le moi, décolleté est profond. Décolleté profond, moi, j'aime ça. RH, leadership, mobilisation, c'est la chose qui me passionne le plus dans la vie. Donc, c'est sûr que je pourrais parler jusqu'à 4 heures ce soir, mais c'est Joël qui va me chicaner. Est-ce que ça peut arriver que vous avez beau mettre 500 heures sur un individu, peu importe le nombre d'heures de coaching, de formation, peu importe où ce que vous voulez l'amener, il n'est juste pas fait pour être gestionnaire. Peu importe les formations. Est-ce que ça l'arrive? Parce que, Oui. tu sais, il y en a qui ont le désir, mais ça ne veut pas dire... Puis ils sont prêts à se former, prendre du coaching. Mais est-ce qu'au final, ça se peut que la personne n'est juste pas faite pour ça? Oui, on passera pas 500 heures. Non. Ça, je le confirme. Confirme. OK. Tu sais, les heures, on va les passer dans des équipes de gestion principalement. Donc, s'il y a une personne qu'on voit qui est identifiée, notre accompagnement va se faire différent. Ça va être lui faire prendre conscience, d'essayer de la faire cheminer à ce qu'elle-même trouve ses propres réponses et prenne ses propres décisions. Mais on va Que l'éclaircissement le temps vienne qu'on de va la investir personne. ne sera pas le même. Et tout ça est très clair avec les gens qui embauchent cette personne-là. Et c'est ça la transparence d'une démarche comme ça. Sinon, on n'a pas de plaisir. Dans le coaching individuel, je me suis déjà retiré d'un mandat d'un travailleur Ouais. autonome. Puis à un moment donné, ben, après un an, on continue l'autre année. Puis je dis non. Ça me tente Non, pas, moi. parce que la pression et ce qu'on amenait comme élément pour qu'elle réussisse ses objectifs, elle les a réussis, mais la preuve était faite. Ce que ça t'a demandé humainement pour te rendre là,
tu es au bord du burn-out, tu as un papier de médecin, puis tu as les pilules qui viennent avec. Moi, je ne t'encouragerais pas à continuer non. dans ce sens-là. Fait qu'à un Totalement. moment donné, il faut que tu réévalues. Puis si je ne suis pas la bonne personne, à la limite, pour te faire évaluer ces choses-là, ben, je te guide vers quelqu'un d'autre, mais je me retire. Je l'ai fait. Ouais. C'est Une tout en question votre d'éthique, honneur. là. de Ouais. transparence, d'intégrité, je pense aussi là-dedans. Là. Fait que J'aime ça. sans coaching, c'est une relation de confiance, on dit tout le temps. Mm. Ça part de là. Hey, merci. Ouais, C'était merci vraiment à vous. un bel Super échange. C'était intéressant. vraiment... vite. Oui, ça passe super vite. Surtout quand on parle de sujets Ouais. le fun comme ça. On aime bien ça, passer du temps avec nos gens pour parler le plus possible, mais on veut pas que ça dure 1 heure non plus. Hein? Ouais. Ah, ça aurait pu en durer 4. Merci Ouais, c'est beaucoup, ça. Josiane et Mais merci à Steve, vous. pour Un votre gros temps merci pour aujourd'hui. Merci l'invitation. beaucoup.